Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence qui va traiter de la question... d'une des questions qui vous anime, c'est-à-dire la question des études de santé avec les 2 voies d'accès qui sont issues de la réforme il y a 5 ans, donc l'entrée via PASS ou LAS. Et nous allons nous questionner aujourd'hui sur la question des profils et des perspectives, donc à la fois là où vous en êtes et vous, est-ce que vous pensez avoir le bon profil? Quels sont les profils? Est-ce qu'il y en a des spécifiques? Et aussi des perspectives dans les études de santé. Donc, nous avons la chance de pouvoir avoir un plateau d'invités voilà, très à même de pouvoir répondre à cette problématique et de répondre à vos questions. Donc, je vais vous présenter Monsieur Cariou, qui est vice-doyen formation de la faculté de santé à l'université Paris-Cité. Enchanté. Je vais le faire dans l'ordre de présentation du diapo. Ensuite, nous avons la présence de Mehdi El Kasmi, qui est vice-président chargé de l'orientation et de la réorientation à l'ADESUP. Donc voilà, ça là, ce sera la vision d'un étudiant qui est en charge du tutorat notamment, mais pas que. Vous nous présenterez l'association. Ensuite, nous avons Madame Isabelle Margaille, qui est assesseure en charge de la pédagogie à la faculté de pharmacie de Paris. Donc, parce que le champ de la santé couvre pas seulement la médecine, mais également d'autres disciplines. Nous allons pouvoir l'évoquer cet après-midi. Et nous avons la chance, pour cette nouvelle année, d'avoir Monsieur Houdard, qui est professeur, directeur adjoint à l'UFR Santé, médecine, biologie humaine. Santé, médecine, biologie humaine. Normalement, j'ai mes petites triches dans la main. À l'université Sorbonne Paris-Nord. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Marie Gomis. Donc, nous sommes toutes les 2 psychologues de l'éducation nationale. Marie travaille à la faculté de santé de l'université Paris-Cité. Et moi, je suis sur Sorbonne Sciences. Mais nous travaillons avec tous les publics qui pourraient souhaiter intégrer des études de santé, mais des études supérieures en général. Et nous occupons aussi des questions de réorientation pour ceux qui souhaiteraient changer de trajectoire en cours de route. Alors, bienvenue. Le fait de venir prendre des informations s'inscrit dans une démarche d'orientation. Donc, la première chose à faire quand vous êtes dans une période cruciale, vous êtes en première, en terminale, où vous accompagnez vos enfants dans le cadre de leur orientation. Le plus important, c'est d'abord la connaissance de soi, se poser des questions sur soi. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui fait sens chez moi? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de retrouver? Ce n'est pas facile, d'accord? On n'est pas censé le savoir de soi-même, mais en fréquentant les CIO, en allant, au salon post-bac, en allant vers les journées portes ouvertes pour en savoir plus. En tout cas, quand on est intéressé par une formation, il faut prendre le maximum d'informations. Le salon post-bac, c'est très bien, déjà, c'est une bonne chose, mais il faut, quand vous êtes intéressé par une fac en particulier, aller faire les journées portes ouvertes et surtout aller sur les sites internet des facs où il y a les particularités de la fac, où il y a, leur spécificité, parce que chaque fac a une spécificité. D'accord? Donc, la connaissance de soi. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de retrouver? Dans quoi je suis bon? Dans quoi je suis fort? Et puis, prise d'informations. Il n'y a jamais trop d'informations. Il faut les prendre. On commence par en prendre de manière générale. Et plus on prend de l'information, plus on va dans le particulier. Plus c'est fin. Donc, il n'y a jamais trop d'informations.
Donc, dans un premier temps, on va laisser la parole donc, à nos intervenants pour, dans un premier temps, situer effectivement ces deux voies d'accès dans l'architecture plus générale des études de santé, comme Marie l'a présenté. Partir du général vers quelque chose de plus spécifique, quand on a une information complexe, c'est une porte d'entrée, c'est celle qu'on a choisie aujourd'hui. Donc, je vais laisser la place aux intervenants pour nous présenter rapidement les grandes lignes de ces deux voies d'accès, et ensuite on rentrera plus en détail sur les différences, les poursuites en cas de réussite ou d'échec d'ailleurs, et les débouchés en termes de formation et de métier également. Merci beaucoup pour l'introduction. Vous avez vraiment raison d'insister sur le fait que la première étape, c'est de bien se souvenir que finalement, cette première année d'études supérieures est une année d'études supérieures qui ouvre sur l'accès aux filières de santé. Et pas à une filière de santé en particulier, mais à l'ensemble des filières de santé. C'est vraiment un des enjeux, à mon avis, extrêmement important. On peut y aller avec, évidemment, un projet particulier qui est d'aller ensuite en deuxième année de pharma, d'odonto, de médecine, de maïeutique ou autre. Mais c'est une première année commune qui va permettre ensuite de se laisser aussi un petit peu de temps, de prendre des options, mais de se laisser quand même du temps aussi pour pouvoir choisir son métier et sa filière de santé ensuite. Évidemment qu'on peut avoir une appétence d'emblée particulière pour l'une des filières, mais c'est, encore une fois, une étape assez importante. Ça donne aussi cette possibilité-là. Et puis, en effet, il va falloir faire le chemin qui conduit à dire je suis certain, en tout cas, de vouloir travailler dans un métier du soin autour de la santé. Cette première année est une première année qui va m'en offrir la possibilité. Je vais ensuite devoir effectivement réfléchir à plutôt aller vers l'accès par le parcours d'accès santé spécifique, parce que mon profil convient mieux à l'organisation, aux échéances de ce pass, ou au contraire, mon profil correspond mieux à une licence accès santé. Et je vais aller regarder dans chacune des universités de mon territoire et de mon bassin géographique quelle est la licence accès santé qui me convient le mieux dans l'une des universités. Je ne sais pas si c'est un point de vue que tu partages, Olivier, puisque tu t'occupes de l'accès santé sur ton université. Absolument, donc moi je partage évidemment, et en particulier ce qui vous a été dit en introduction, à savoir que depuis effectivement maintenant la mise en place de ce système qui permet des diversités d'accès aux études de santé, il y a une chose qui est particulièrement importante, c'est que les meilleures informations que vous pourriez avoir, c'est d'aller dans les journées portes ouvertes des établissements que vous auriez sélectionnés d'une part. Ça, c'est très, très important parce que vous allez y rencontrer à la fois des professeurs et des étudiants, notamment les étudiants des tutorats qui vont pouvoir vous donner un nombre d'informations importantes et par ailleurs aussi aller sur les sites des universités qui sont en général très bien fournis en informations et qui vous permettent déjà d'avoir des idées. Parce que là, on parle évidemment études de santé et comme l'a dit Alain, c'est vrai qu'il y a évidemment les 5 grandes formations de santé auxquelles on pense aujourd'hui, maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et kinésithérapie, mais il y a aussi d'autres formations de santé, il y a les soins infirmiers, il y a la podologie, il y a plein de choses qui sont aussi des possibilités d'accès, notamment par des systèmes de passerelles. Et c'est là encore qu'il faut faire attention aux informations qui peuvent vous être données, parce qu'il y a des universités qui peuvent, à la fin d'un pass, avoir des possibilités d'entrer, une fois le pass réussi, mais n'étant pas en rang utile, accéder aux deuxième année de santé, soit d'essayer de poursuivre, et on en reparlera dans un instant, dans les licences, dans la partie disciplinaire du pass, soit de rejoindre par convention avec des établissements de type institut de formation en soins infirmiers, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est très important, parce que, évidemment, vous le savez, ça reste un concours malgré tout, difficile, sélectif. Tous les étudiants, même si on a considérablement augmenté le nombre de places, notamment en médecine, mais pas que, ça reste quand même quelque chose de sélectif. Et je pense qu'il faut aussi garder en tête et entrer là-dedans avec, malgré tout, un plan B qui pourra être notamment le système de la partie discipline, la partie non santé du PASS ou du LAS.
Oui, je vais peut-être juste rajouter quelque chose pour la pharmacie plus spécifiquement, puisqu'on parle des universités, d'aller se renseigner dans les universités. La plupart des universités franciliennes ont un pass et des LAS. Sauf qu'il n'y a en fait que 2 facultés de pharmacie en Île-de-France. Et donc, en fonction de l'université où vous ferez votre pass et votre LAS, vous serez admis, si vous réussissez bien sûr à être admis, dans l'une ou l'autre de ces facultés. Et en l'occurrence, pour être à la faculté de pharmacie de Paris, il faudra que vous soyez dans un pass ou dans un LAS de l'université Paris-Cité ou Sorbonne Paris-Nord. Si vous êtes dans n'importe quel autre pass d'une autre université que Paris-Cité ou Sorbonne Paris-Nord, vous irez à la faculté de pharmacie de Paris-Saclay, qui est située sur le plateau de Saclay, alors que la faculté de pharmacie de Paris est située avenue de l'Observatoire, au bout du jardin du Luxembourg. C'est important. Merci beaucoup. Mehdi, vous vouliez dire un petit mot peut-être juste rappeler que le PASS et la LAS, même s'il y a une base qui est commune qui vous est montrée ici, c'est-à-dire que pour le PASS, la majeure c'est la santé et on a une mineure disciplinaire, là où la LAS, on étudie, on est jugé principalement sur donc, une licence avec une mineure santé. Il y a quand même de très grandes différences entre les différentes facultés au sein même des PASS et des LAS. Un titre d'exemple, par exemple, la mineure peut être en même temps que la majeure dans certaines facs, elle peut être pas en même temps dans d'autres, comme par exemple la Paris-Cité, elle peut être parfois un peu classante, elle peut être seulement validante, donc il faut la valider pour passer. C'est des subtilités qui sont parfois disponibles sur les sites internet, mais pas forcément. Donc c'est assez intéressant de se renseigner auprès des étudiants des facultés concernées, mais aussi des professionnels de ces facultés-là, donc au sein des IPO et au sein des journées d'immersion. Les tutorats, la plupart organisent des journées d'immersion pendant les vacances, donc soit de février, soit d'avril. Dans notre cas, nous, la de SUPS, donc le tutorat de Paris-Cité, on organise avec le tutorat de Sorbonne Université 2 journées d'immersion pendant les vacances de février. Ça va être les journées découvertes des études de santé. Et voilà, je vous invite à vous intéresser à ce type d'événement pour découvrir les différentes subtilités entre les facs. Très bien, merci beaucoup. Là, ce que vous mettez un petit peu en avant, c'est au-delà de la différence entre PASS, LAS, il y a aussi des différences dans la mise en œuvre et l'organisation en interne au sein de chaque université, on va dire en général. Voilà. D'autant plus à Paris où nous avons plusieurs universités, plusieurs facultés de santé, il peut y avoir des différences assez considérables. L'intérêt étant effectivement d'aller s'informer au plus en amont pour pouvoir être au plus proche, vous, de ce que vous jugez être le plus à même, on va dire le plus adapté, vous, pour votre poursuite d'études. Du coup, Mehdi, moi je trouve c'est intéressant que tu partages ta propre expérience parce que on se connaît, tu as un rôle important dans A2Sup, qui est l'association sur Paris-Cité qui tutore, organise énormément d'activités. Et vous avez d'ailleurs un stand ici, je pense qu'on pourra vous consulter sur d'autres sujets. Mais ton expérience personnelle est intéressante puisque tu as fait, toi, tu n'es pas si vieux finalement, tu as fait le choix du PASS. Et tu peux nous rappeler la suite. Donc moi en terminale j'avais fait les spécialités maths physique et j'étais assez certain de mon choix donc, de vouloir faire des études de médecine et je me suis dirigé naturellement vers le PASS. Enfin, naturellement je dis ça parce que moi c'était il y a 2-3 ans et donc à l'époque c'était tout nouveau le PASS et la LAS et j'avais pas forcément de renseignements sur ce qu'était la LAS, surtout que quasiment personne dans mon lycée avait fait une LAS et tout le monde s'était dirigé vers un PASS, donc c'est ce que j'avais fait parce que je trouvais ça plus rassurant à l'époque. Finalement, j'ai pas eu la filière que je voulais, donc médecine. Je suis passé en LAS 2, une LAS 2 qui était en lien avec ma mineure. C'est pour ça que... Je peux t'embêter ? Oui. T'es allé un peu vite. Oui, pardon. Parce que tu dis, je me suis inscrit en PASS, et puis du coup, tu as fait une année de PASS, voilà, et du coup, tu as choisi une mineure. Tu as fait la majeure santé du PASS et une mineure. C'est la particularité de ce système. Oui, exactement. Justement, très important, choisissez bien votre mineure, choisissez pas une mineure au hasard parce qu'elle vous semble facile ou plus accessible. Je peux concevoir que vous choisissiez une mineure parce qu'elle soit plus simple que les autres, ça c'est pas forcément un drame. Ce qui serait plus dramatique par contre, c'est de finir un LAS 2 qui est en lien avec une mineure que vous n'avez pas du tout appréciée, vous n'avez pas du tout aimé.
À titre d'exemple, si votre truc c'est les sciences et que vous choisissez une mineure droit par exemple, même si j'ai rien contre les mineurs droits, si vous choisissez une mineure droit et que vous finissez en LAS de droit, eh bien, en LAS 2, vous serez jugé sur votre capacité à réussir en droit. Et même si, quand on part en passe, par exemple, on part du principe qu'on va réussir l'examen classant, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc, autant se prévoir un plan B qui soit intéressant, que ce soit professionnellement si on finit en LAS ou en licence et en master, ou pour un second examen classant si on décide de tenter le passage en LAS 2 ou en LAS 3. Je voulais juste ajouter par rapport aux mineurs que vous choisissez quand vous faites le PASS Île-de-France, c'est irréversible. Vous ne pouvez pas, une fois en PASS, venir dire « moi, je voudrais aller en mineur santé des populations, j'ai droit, ça ne me plaît pas ». D'accord ? Au courant de l'année de PASS, vous ne pourrez pas dire « je veux changer de mineur ». Ça n'existe pas. Et la particularité du PASS, c'est que ça utilise une chance. L'inscription en PASS vaut tentative d'entrer dans une des concours des filières de santé. Contrairement à la LAS, où le système est différent, où effectivement le fait de choisir une LAS, d'être en LAS 1, vous pouvez au cours de l'année, voire même dans certains établissements, après l'obtention de vos résultats de la partie licence, donc là encore, grande diversité, c'est pour ça que c'est un système un peu compliqué, mais vous pouvez dire, non, en fin de compte, je pense que je ne vais pas faire partie de mes meilleurs de ma première année de licence, je garde ma première tentative et je réessayerai en deuxième année, en LAS 2, voire en LAS 3. Ceci est très différent du système du PASS, où du moment que vous avez choisi le PASS sur Parcoursup, que vous êtes pris en PASS dans un établissement francilien, eh bien vous avez de facto consommé une de vos premières chances, votre première chance. Sachant qu'il y aura, quoi qu'il arrive, une seconde chance qui vous sera proposée. Donc du coup, Mehdi, quand tu es rentré en PASS, tu avais déjà consommé, entre guillemets, une de tes deux chances, tu l'as jouée, suffisamment bien pour valider ta première année en termes d'obtention d'une bonne moyenne, mais pas suffisamment pour avoir le rang de classement utile qui te permettait d'accéder en médecine. Et donc, tu t'es dirigé vers une LAS 2 en lien avec la mineure que tu avais fait. Ma mineure, moi, c'était recherche en santé. Pour le coup, je m'étais vraiment renseigné avant de la choisir parce que c'était une mineure qui ne me semblait pas très claire de par son nom. Donc, je m'étais intéressé en posant des questions à d'autres étudiants qui étaient passés par cette même mineure. Et j'ai fini donc en LAS 2 sciences de la santé. C'était une LAS 2 où, en termes de contenu pédagogique, on n'était pas très loin de ce qu'on pouvait retrouver en PASS. Donc, ça m'intéressait toujours beaucoup. Mais en termes de manière de travailler, c'était certes intense, mais quand même bien différent, étant donné qu'on avait du contrôle continu, on était plus encadré. Et je trouve que entre le PASS et la LAS, il n'y a pas forcément de voie royale, mais par contre, il y a des modalités qui sont tellement différentes qu'elles peuvent vous correspondre plus dans un cas ou dans l'autre. En PASS, on est très libre. À partir du moment où on est inscrit jusqu'à l'examen, on n'a pas forcément de suivi. On a des TD, mais il n'y a pas de présence obligatoire. On a des CM, mais pareil, pas de présence obligatoire. Là où dans des LAS, étant donné que c'est des licences avant d'être des LAS, eh bien, il y a un plus petit effectif et il y a peut-être un suivi qui est un peu plus particulier en ce qui concerne la majeure. Ce n'est pas le cas de toutes les LAS, mais c'est le cas de certaines LAS. Et c'est ça que c'est assez intéressant de s'y intéresser dès la terminale et pas forcément après un PASS où on n'accéderait pas à la filière de notre choix. Peut-être juste pour terminer sur cette histoire de choix de la mineure, c'est qu'il faut aller en fait sur le site des LAS et de regarder quels sont les prérequis en fait pour entrer dans les LAS. C'est-à-dire choisir sa mineure en sachant que c'est un prérequis pour la LAS où je voudrais être si jamais je n'arrive pas à intégrer une filière de santé à la fin de mon PASS. Sachant qu'effectivement, quand on choisit un PASS, les critères de sélection Parcoursup sont quasiment probablement identiques en tout cas assez proches dans tous les établissements, notamment en ce qui concerne les spécialités de terminale. Faites attention, parce qu'en ce qui concerne les LAS, les critères de choix pour faire une LAS, c'est les critères de la licence et pas de la santé ou de la médecine. Autrement dit, si vous souhaitez faire, parce que le droit vous intéresse peut-être autant que la médecine, si vous voulez faire une LAS droit, eh bien, ce sont les critères de la licence de droit qui seront pris en compte pour le recrutement sur Parcoursup. Et donc, c'est les notes de français, de première notamment, la note du bac, etc. Donc, il y a des critères
critères qui sont différents et qui seront différents si c'est une licence de physique-chimie, par exemple. Voilà. Donc c'est très important de bien comprendre que, autant pour le PASS, effectivement, les critères sont probablement pas très différents d'un établissement à l'autre. Par contre, pour les licences, et là, les licences qui sont proposées par tous les établissements qui proposent des LAS, ce sont les critères des LAS qui interviennent. Et du coup, le choix de l'université compte également, parce que l'une des différences, c'est tout ce que tu as dit, plus le fait que certaines universités ont choisi d'ouvrir leur système, d'organiser leur système avec plus ou moins de licences accès santé. Il y a vraiment une assez grande variabilité entre les universités franciliennes de ce point de vue-là. Paris-Cité est connue pour avoir fait le choix d'avoir beaucoup de licences accès santé, quand d'autres universités ont fait le choix, au contraire, d'avoir un système PASS et LAS, mais avec peu de LAS. Donc ça, c'est également à très, très, très bien investiguer, parce que ça compte énormément. Si je choisis parmi les universités, je choisis aussi en fonction de ce critère-là. Je ne sais pas, Mehdi, quand tu as fait ce choix, est-ce que tu nous as dit, finalement, moi, c'était pas sinon rien, je ne voyais pas trop les LAS comme capacité à m'orienter ensuite en médecine. Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je ne sais pas exactement si j'aurais rechoisi un PASS ou rechoisi une LAS. En vrai, très honnêtement, je pense que, par contre, je me serais beaucoup plus intéressé aux différentes LAS qui m'étaient proposées en terminale, parce que en LAS, on a l'avantage de pouvoir choisir son rythme. Si on est en LAS 1 et qu'on souhaite passer en une année, ben on peut, en tout cas dans la plupart des facs, on peut décider de passer la mineure santé en une année, et donc d'avoir un rythme qui est plus ou moins intense comme en PASS. Là où si on se dit qu'on préfère faire ça en 2 ans ou en 3 ans, c'est également possible. Donc je pense que si c'était à refaire, je m'intéresserais peut-être un peu plus à cette possibilité. Et je m'intéresserais peut-être un peu plus donc, aux subtilités entre le PASS et les LAS, les différentes LAS. Merci beaucoup. Là, ce que vous soulignez, c'est que vous avez donc posé la question des profils ici dans la problématique développée. Et la question des profils, on imagine tout de suite qu'il y aurait un profil PASS, un profil LAS. Et puis là, Mehdi, vous avez fait les deux voies d'accès. Donc on voit qu'une personne peut également on va dire, avoir recours aux deux voies d'accès. Donc justement, la question que je voudrais poser aux enseignants serait est-ce qu'il y a un profil, ou est-ce que comment faire son choix autour de ces deux voies d'accès et de l'expérience que Mehdi vient de nous partager? Alors, moi, dans ces conférences, j'utilise toujours l'analogie que j'ai récupérée d'une collègue qui faisait aussi ces conférences les années antérieures, qui est une analogie avec une fable de La Fontaine, qui est le lièvre et la tortue. Et on pourrait assimiler le PASS au lièvre et le LAS à la tortue. Pourquoi ? Eh bien, parce que le PASS, ça va se jouer très rapidement. Les débuts des cours ont lieu début septembre. En général, les examens très rapidement, soit avant les congés de Noël, soit juste après. Donc en 3 mois, il va falloir effectivement acquérir de nombreuses notions, parfois des notions dont vous n'avez jamais entendu parler d'ailleurs précédemment au collège et au lycée. Alors que le LAS, ça vous permet potentiellement, puisque c'est un système de licence avant tout, avec des conditions de travail qui ne sont pas forcément les mêmes, comme l'a indiqué Mehdi, avec du contrôle continu, donc des conditions d'évolution dans le parcours universitaire qui est différent. Donc là encore, ça intervient dans le choix que vous aurez à faire entre le PASS et le LAS, parce qu'effectivement, le rythme de travail, même si il faut bien se rendre compte que dans les LAS, dans cette LAS 1, il faudra faire partie évidemment des meilleurs étudiants, puisque le grand classement, si on peut dire comme ça, parce qu'il y a finalement un classement qui est pris en compte suivant les établissements dans les LAS, mais c'est pris en compte. Donc il faudra quand même faire partie, ce qui demande quand même une quantité de travail importante, mais dont le rythme n'est pas forcément le même. Je pense que c'est la transition en fait entre le lycée et l'université qui est plus rude avec le PASS qu'avec les LAS, où on garde des enseignants qui sont assez proches en fait des étudiants et qui continuent à les encadrer et à les suivre. Donc c'est ça qui est dur en PASS. Le grand bain. Oui.
le grand bain avec effectivement, comme vous allez être confronté très rapidement à beaucoup de choses et des choses nouvelles, si vous n'avez pas déjà une certaine autonomie de travail que vous avez acquis au cours de votre première, de votre terminale, c'est évident que vous allez être assez rapidement submergé en passe, alors qu'en LAS, vous aurez peut-être un peu plus de temps pour acquérir des méthodes de travail universitaires. C'est vrai que effectivement, il y a vraiment un gap entre le lycée, ce qui vous est demandé au lycée et ce qui vous est demandé à l'université. D'une manière générale, c'est vrai, y compris pour les licences classiques d'ailleurs, mais effectivement, c'est renforcé par ce timing qui est très, très contraint dans le PASS. Après, le but, c'est pas du tout de vous effrayer, c'est pas de vous dire que le pass est infaisable, loin de là, très honnêtement. Je pense que c'est juste, au-delà d'une question de capacité, peut-être que si on est bon en sciences, on est peut-être plus apte à réussir un pass, mais il y a aussi une grosse question de personnalité de la personne. Par exemple, sans prétention, j'étais très très bon au lycée. Et par contre, en pass, au début... sans vouloir être vulgaire, je me suis un peu cassé la gueule parce que j'étais très bon au lycée, mais parce que j'étais très encadré. J'avais des DS à faire, j'avais des devoirs à rendre un peu tout le temps. Et donc, ça forçait la régularité sans que j'ai à m'en rendre compte. C'était, si j'ai des exercices à faire pour demain, c'est normal que je travaille le cours parce que j'ai des exercices à faire pour demain. Là où, en passe, vu qu'on n'a pas ce suivi ni de devoirs à rendre, étant donné que, en tout cas, au début de l'université, je n'étais pas forcément très indépendant dans mon travail, ça m'a un peu posé problème, ça m'a même plus posé problème au premier semestre. Et par contre, au deuxième semestre, j'étais beaucoup plus à l'aise avec le fait de me mettre au travail plus spontanément. Sauf qu'au deuxième semestre, en passe, c'est peut-être un peu tard. Et par contre, en LAS 2, ça m'a été vachement utile. J'étais d'une part plus indépendant parce que j'ai été forcé par le pass. Et d'autre part, il y avait encore cet encadrement qui était très très loin d'être aussi fermé qu'au lycée, mais qui était suffisant pour avoir une régularité dans plus ou moins toutes les matières. Oui, mais Mehdi, tu as raison d'insister sur ce point-là, c'est cette différence de rythme. Et tu l'as dit également, il y a des lycéens qui vont être très, très à l'aise dans le pass. Et franchement, il faut le dire. On insiste sur les nuances entre les deux, mais enfin, on en connaît tous qui ont été plus rapidement à l'aise que toi, entre guillemets. Ils l'étaient... parce que, comme tu l'as dit, ils avaient une méthode de travail, une autonomie dans l'organisation d'un travail intensif déjà acquis en terminale et même parfois un peu avant. Et du coup, leur arrivée en passe, son contenu, cette espèce d'intensité dans le rythme, ils l'avaient déjà. Et pour eux, avoir une première partie du concours, appelons-le comme ça, là, en décembre avant Noël, c'était pas un obstacle, c'était quelque chose de planifié, d'organisé. Et avoir la deuxième partie assez tôt également dans l'année, puisque par exemple la paricité c'était en mars, ensuite c'est la mineure qu'il faut valider, eh bien pas de problème, c'était en termes de travail, je ne dis pas de facilité, mais en tout cas d'intensité de travail, tout à fait organisable, ils étaient tout à fait à l'aise dans le système. Peut-être n'auraient-ils pas été aussi à l'aise dans un système de licence avec mineur santé. C'est important de le dire. Merci beaucoup. Donc on ne sait pas si Mehdi était un lièvre, une tortue, est-ce qu'il l'est aujourd'hui, est-ce qu'il était hier. Ça c'est pour mettre aussi souligner... Comment ? Une chimère. Une chimère entre les deux. Voilà, on essaye de vous trouver une forme. En tout cas, c'est intéressant, ça souligne déjà l'aspect développemental aussi entre Mehdi qui sort du lycée, excellent élève. Je me permets, je n'en sais rien, mais voilà, qui se définit comme un très bon élève, qui entre à l'université, qui se laisse un peu surprendre par ce contexte un peu lièvre, et qui se découvre tortue, alors que peut-être qu'il se serait défini comme lièvre quelques mois précédents, avant les vacances, juste après le bac, et finalement qui persévère, en fait, qui bouge ses méthodes de travail, ou en tout cas qui amorce un questionnement autour de ça, ou en tout cas de la persévérance, dans tous les cas, vous êtes restés. Mais ça a laissé une porte ouverte au fait que le second semestre a pu être un peu plus concluant et vous permettre d'accéder via la LAS aux études de médecine. Très bien. Marie, je te laisse. Je voudrais aussi insister, parce que je sais qu'au lycée, souvent, il y a des profs qui disent aux étudiants « Vous êtes très bons, allez en passe ». Il n'y a pas de voie royale. Il n'y a pas de sous-voie non plus. D'accord ? Donc, il faut voir en fonction de vous quelle est, comme je dis, la connaissance de soi. C'est important.
quelle est la voie qui est la plus qui vous ira mieux, en tout cas. Dire aux élèves, vous êtes très bons, allez en passe, vous avez 14, 13, allez en LAS, ça ne veut rien dire. De toute façon, que ce soit en passe, que ce soit en LAS, il faut être très bon pour être classé à rang utile, de toute façon. Donc, du coup, voir quelle est, en fait, la voie qui est la plus appropriée, d'une. De deux, pour la LAS, pour choisir une LAS, il faut 2 considérations. Parce qu'en fait, cette réforme a été conçue dans le but de fluidifier les parcours. Quand on va en LAS, il faut que ce soit une licence qui nous intéresse, où on est censé être très bon, mais où on envisage une poursuite d'études au cas où l'accès santé ne fonctionne pas. Ça doit nous intéresser. D'accord ? Que ce soit en passe, que ce soit en LAS, rien n'est dit que ça va marcher. En France, l'accès santé est une option. Rien n'est garanti que ça marche. Donc, il faut choisir une licence qu'on pourrait continuer, envisager une poursuite d'études et une insertion au cas où l'accès santé ne fonctionne pas. Alors, dans le cas de figure où ça fonctionnerait bien, que ce soit en passe ou en LAS, quelle que soit la voie d'accès, ça ouvre la voie vers encore de nouveaux choix. Tout comme quand vous étiez en seconde, vous avez dû faire vos choix d'enseignement de spécialité. Là, effectivement, vous avez vos vœux, vous allez formuler vos vœux pour l'enseignement supérieur. Pour ceux qui sont en première, abandonner un des 3 enseignements de spécialité. Et ensuite, après la passe et la LAS, vient aussi encore de nouveaux choix. De choix concertés avec la faculté en fonction de vos résultats et de vos rangs de classement. Mais en tout cas, ça ouvre la voie vers une réflexion autour de l'approche métier. Si je peux, vous me corrigerez, Madame Margaille. Et parmi les approches métiers, on les a évoquées et on souhaiterait aujourd'hui faire un petit zoom sur les études de pharmacie, qui est une filière à part entière, qui fait l'objet de beaucoup de représentations sociales parfois erronées. Et, on voulait prendre le temps de présenter une des filières, tout comme on aurait pu le faire pour les autres, mais celle-ci a retenu notre attention. Oui, merci d'ailleurs de nous permettre de vous présenter cette filière. Donc des études de pharmacie dans lesquelles on rentre après un PASS ou une LAS. Donc en 2e année, ce sont des études qui vont durer en tout 6 ans, donc inclus une année de PASS ou de LAS. Donc 5 ans en fait, une fois qu'on est rentré dans ces études. Le métier de pharmacien, pour la majorité d'entre vous certainement, c'est celui du pharmacien d'officine chez lequel vous allez chercher vos médicaments. En fait, ça ne concerne finalement ce métier que 2/3 des étudiants qui sortent de la faculté de pharmacie, puisque un grand nombre d'étudiants donc, se dirigent vers d'autres filières. Donc, on a en fait 3 filières en pharmacie et on choisit l'une de ces filières au cours de la 4e année de pharmacie. On se spécialise donc soit dans le métier de pharmacien d'officine, qui est un très beau métier. C'est certainement le métier de pharmacien qui est le plus au contact des patients. Et vous avez certainement observé aussi que les missions du pharmacien d'officine s'élargissent constamment, puisqu'il s'est mis à vacciner, il s'est mis à dépister, il fait des entretiens pharmaceutiques ou thérapeutiques avec les patients. Donc il y a vraiment un élargissement des missions et c'est un métier extrêmement riche et donc très au contact avec les patients. Donc c'est la première filière. La deuxième filière, c'est celle du pharmacien d'industrie. Et là encore, dans l'industrie, il y a une diversité de métiers absolument incroyable, puisqu'on peut être dans l'industrie et faire de la recherche. On peut faire de la recherche dans n'importe quel domaine. Ça peut être de la chimie, ça peut être de la biologie, ça peut être de la toxicologie. Il y a des domaines extrêmement variés. Et puis, il y a toutes les étapes du développement en fait, du médicament. Il y a tout ce qui concerne la production des médicaments, le contrôle de la qualité des médicaments. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est réglementaire. Donc, on a des parcours associés avec Sciences Po, par exemple. Et puis, il y a tout ce qu'il y a autour de la vente,
Voilà, donc vraiment des métiers extrêmement différents et avec des compétences du pharmacien, qu'elles soient scientifiques ou médicales, qui sont appréciées, pas seulement dans l'industrie pharmaceutique, mais qui vont être appréciées dans l'industrie agroalimentaire, alors bien sûr chimique, mais vraiment dans un large panel d'entreprises. Ça, c'est pour donc la deuxième filière. Et la troisième filière, c'est la filière pharmacie hospitalière, biologie médicale et recherche, donc PHB-MR. Et c'est une filière plus longue, puisque c'est une filière qui nécessite de réussir le concours de l'internat, qui est un concours qui se passe au cours de la 5e année de pharmacie. Et puis, on démarre son internat en pharmacie en 6e année, et cet internat dure 4 ans. Alors, bien sûr, ça conduit au métier de pharmacien dans les pharmacies des hôpitaux, ou des cliniques, d'ailleurs, avec un métier dans les pharmacies des hôpitaux qui sont un peu différents de ceux de ville. Les pharmaciens vont être en charge de la stérilisation, ils vont être en charge des gaz, ils vont être en charge des produits pour l'imagerie médicale. Donc, des particularités, en plus, évidemment, des fonctions autour de l'éducation thérapeutique des patients. Et puis, il y a les biologistes aussi. Donc, l'internat conduit soit à la pharmacie hospitalière, soit à la biologie médicale. C'est un diplôme d'études spécialisées de biologie médicale qui est commun avec les médecins. Et là encore, le métier peut s'exercer à l'hôpital, dans les laboratoires d'hématologie, de microbiologie, d'immunologie, etc. Mais également en ville, et peut-être que vous ne le savez pas, mais 75% des laboratoires d'analyse médicale de ville sont dirigés par des pharmaciens. Donc c'est aussi un débouché important. Donc voilà 3 grandes filières avec donc énormément de métiers à la clé, avec un diplôme qui est unique, qui est le diplôme de docteur d'État en pharmacie. Merci beaucoup. Donc on a vraiment souhaité intégrer cette dimension métier aussi, parce que c'est vrai que là vous êtes encore au lycée, vous vous posez beaucoup de questions, et voilà, ces études de santé vous animent. Et effectivement, il y a déjà le choix, comme on le disait, des enseignements spécialités, de qu'est-ce que je laisse en première, de quel vœu je vais formuler, que ce soit le PASS, les LAS, quel mineur, etc. Mais ensuite, ça peut être intéressant aussi d'avoir une entrée un peu plus fine voilà, des différentes dimensions qui composent chaque formation et chaque métier de santé qu'on a évoqué tout à l'heure, qui était la maïeutique, la pharma, l'odonto, la médecine et kiné. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver sur le site de la faculté de pharmacie toutes ces informations et des témoignages d'étudiants, de jeunes professionnels. Et si vous êtes intéressés aussi, nous avons nos journées portes ouvertes à la faculté de pharmacie de Paris le 9 février. À partir de 14h, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Il y a des tables rondes et vous pourrez rencontrer des étudiants et des enseignants. Alors, ce que je vous propose, c'est de laisser de la place aux questions, si vous en avez, et je vais venir vers vous si vous levez la main pour poser la question à nos intervenants. Qui se lance ? J'espère qu'on ne vous a pas assommé. Oui ? Merci. C'est une question vraiment de novice, parce que j'ai énormément de mal à comprendre la différence entre licence et LAS. Donc peut-être que je suis la seule, mais en tout cas, peut-être que je... Là, c'est une licence. Oui. D'accord. Donc c'est l'une des licences proposées par l'université, considérée, par exemple, à ceci près qu'en plus de la licence elle-même, oui, l'étudiant est également inscrit à l'accès santé. Donc ça veut dire qu'il va non seulement suivre la formation de la licence considérée, qui est sa majeure, qui n'est pas forcément santé, malgré le fait que l'étudiant a envie de faire un parcours santé. Olivier l'a dit tout à l'heure, ça peut être une licence en sciences humaines, en sciences dures. C'est la licence elle-même, et il sera en formation avec d'autres étudiants qui n'ont choisi que de faire la licence. Ouais. Et par contre, la singularité, c'est que dans cette université, il est prévu, organisé, que cette licence offre la possibilité de suivre également la mineure santé, qui, elle, est donc commune à toutes les LAS, et qui est donc délivrée en plus de la formation de la licence elle-même. Donc une majeure, la licence, une mineure,
la mineure d'accès santé. Et donc il faut être vigilant sur la licence, que toutes les licences n'ont pas cet accès santé. C'est bien ce que j'ai Absolument, compris. déjà, bien sûr, mais ça, voilà. Vous avez raison de le rappeler, ça fait pas de mal, hein, bien sûr. Je cherche la licence qui me plaît et qui, puisque j'envisage l'accès santé, est une licence avec accès santé. Olivier, tu voulais rajouter ? Non, je voulais juste rajouter qu'effectivement, il y a effectivement toutes les licences dans un établissement n'offrent pas cette option santé, donc toutes les licences ne sont pas des LAS, puisque par définition c'est différent. Et donc effectivement, suivant les établissements, il y en a un nombre qui est très très variable. Je ne sais pas combien vous en avez à Paris Cité, mais plus d'une vingtaine, non, je ne sais plus. Enfin, il y en a beaucoup. Une bonne trentaine, parce qu'en fait, on a des licences de langue qui sont regroupées entre elles, mais qui sont des LAS. Voilà. Et donc nous, à Sorbonne Paris-Nord, nous avons 12 LAS, qui sont d'ailleurs en parallèle avec les PASS. On a 12 PASS différents, 12 LAS, y compris avec des établissements qui n'ont pas de formation de santé, comme l'Université Paris 8 ou l'Université Saint-Denis et l'Université de Cergy. Et donc on a chez eux des étudiants qui sont par exemple en licence de physique-chimie à Cergy, qui sont une LAS et qui suivent donc notre option santé. Et je voulais juste rajouter que cette option santé, et là encore ça fait partie des diversités qu'il peut y avoir dans les établissements, c'est que soit cette option santé, elle est en plus de la licence, soit elle est intégrée à la licence. Et ça aussi, c'est un critère et un paramètre qui est important. Intégré ou pas en termes de volume en termes de volume, hein, j'entends. Ouais. Voilà, ça c'est vrai aussi que ce sont des singularités, des spécificités pas forcément simples à analyser au premier abord. Il faut aller sur les sites, il faut probablement ne pas hésiter, bien sûr, à aller dans les journées portes ouvertes et poser ces questions. C'est vraiment tout ça est très important. Parce que c'est spécifique de la LAS et pas de l'université. Ça veut dire que dans une même université, des licences peuvent avoir un mineur santé intégré ou pas. Et donc il faut, pour le parallèle qui est le PASS, évidemment, si vous choisissez un PASS Sciences Éco, par exemple, comme nous le proposons, si vous n'intégrez pas une deuxième année de santé, automatiquement, il vous sera proposé de droit, la plupart du temps, l'entrée, si vous validez mais que vous n'intégrez pas une deuxième année de santé, la LAS, une deuxième année de licence Sciences Éco. C'est ce qu'a fait Mehdi avec une licence particulière. Avec, tu as raison de dire, de droit, et puis quand même parfois des contingences de capacité de formation dans ces deuxième voire troisième années de licence qui font que de temps en temps, il va falloir quand même un peu prioriser les choix. Mais en tout cas, tout sera fait pour que l'université propose à cet étudiant de poursuivre dans une licence accès santé qui soit en lien direct ou le plus proche possible avec la mineure disciplinaire de la PASS s'il vient du PASS, et évidemment la licence dans laquelle il est s'il est en LAS. Merci. Bonjour, une question pour vos conseils sur le choix des spécialités entre la première et la terminale. Si un élève est intéressé par les sciences et notamment la médecine, voilà, est-ce que c'est maths physique, est-ce que SVT est fondamental, est-ce que maths expert est bien, voilà. On parle de profil pour faire le métier ou on parle de l'algorithme de Parcoursup qui va aller chercher ? Car aujourd'hui, là, pendant qu'on en discute, on parle de l'algorithme Parcoursup sans s'éloigner du fait que finalement, ces algorithmes, que ce soit à Sorbonne Paris-Nord ou à Sorbonne Université, qui n'est pas représenté dans cette table mais qui répondrait à la même chose, ces algorithmes ne font comme travail essentiel que de faire au mieux en termes d'aller chercher les étudiants qui ont le profil le plus approprié pour réussir et être correctement classés en fin de première année d'études supérieures. C'est ça le job de l'algorithme. Donc que fait l'algorithme de chacune de ces universités ? Il examine le profil des étudiants qui ont réussi, il examine les caractéristiques de ces étudiants et il en tire des conclusions qui sont: pour aller chercher maintenant des candidats sur Parcoursup, je vais me servir de ces résultats parce que ces résultats prédisent que ces étudiants sont ceux qui réussissent le mieux ultérieurement. Voilà un peu la philosophie. C'était pas ma question, Pardon. Très factuellement, qu'est-ce qu'il faut conseiller comme spécialité pour faire face ? Donc, je pense qu'on parle de la même chose quand même, parce qu'on parle de quelles sont les spécialités qui, du coup, dans nos universités franciliennes, sont dans nos algorithmes celles qui marchent le mieux pour être identifiées comme un candidat. Donc, je pense qu'on parle de la même chose en réalité, et clairement, en tout cas pour Paris Cité, ce sont les disciplines scientifiques qui ont le poids le plus fort,
physique. Les trois, vous les avez cités, les trois. Maths, physique et sciences de la vie. Absolument. Donc vous les avez cités. Sur Paris Cité, ces dernières années, mais ça va forcément être réévalué année après année. Et c'était sur les 2 dernières années peut-être un peu plus physique, chimie, maths que SVT, mais globalement les trois sont très très proches et sont dans un mouchoir. Et pour autant, d'autres variables sortent également dans cet algorithme que vous n'avez pas cité, qui sont l'anglais. LV1, et ce qui sont également le français, car c'est la note du bac dont on dispose comme résultat national, et on s'en sert et ça marche. Et j'allais dire, ce sont les variables essentielles, même si encore une fois, vous avez compris qu'elles étaient réévaluées annuellement. Donc en fait, je crois qu'on parlait exactement de la même chose. Mais comment faire le choix vraiment de la spécialité? Prenez le micro. Je suis désolée, c'est pour compléter. Concrètement, en fin de première, comment faire le choix d'abandon entre l'une des 3 matières scientifiques? Moi, j'étais un peu dans ce cas-là. J'avais pris maths, physique, SVT en première. Et en fin de première, étant donné que même si j'étais quasiment certain de vouloir faire médecine, j'avais peur de me fermer les portes de la prépa parce que c'était mon 2e choix. Je me suis penché plus vers maths, physique, maths experte. Et ça m'a permis d'avoir et des prépas et passes. Mais parallèlement, dans les mêmes classes où j'étais, il y a des personnes qui ont pris plutôt physique, SVT, et ils ont eu exactement les mêmes universités que moi, donc, sauf pour les prépas du coup, mais en tout cas pour l'accès santé, ils ont eu les mêmes résultats que moi. C'est pas le fait d'avoir gardé la spécialité qui compte le plus, hein. C'est le fait de l'avoir gardé et d'être très bon dans la spécialité. C'est ce que j'allais... Vraiment, c'est très important. Bien sûr. Évidemment, il faut, à partir du moment où vous allez devoir en abandonner une, abandonner celle où probablement l'étudiant excelle un peu moins que dans les 2 autres, s'il excelle dans les 3. Voilà, parce qu'effectivement, il faudra... Parce que l'algorithme, il prend en compte un certain nombre de choses, entre autres les notes. Et donc forcément, il vaut mieux, pour rentrer dans cet algorithme et y être finalement bien classé, il vaut mieux effectivement avoir des spécialités dans lesquelles on est sûr qu'on aura des meilleures notes. Voilà, si vraiment le problème des mathématiques se pose, il vaut mieux prendre physique, chimie et sciences de la vie que prendre et abandonner mathématiques, ça va de soi. Même si c'est pas ce que je conseille forcément, mais il faut quand même garder abandonner la discipline où potentiellement on aura le plus de difficile d'avoir les meilleures notes pour le pass. Bonjour. Donc, attendez. Hop là. Juste une petite question. Excusez-moi, je ne vous voyais pas. Désolée de vous interrompre. Juste une seconde, parce qu'on parlait d'algorithme, qu'on soit, comme c'est enregistré, qu'on soit bien au clair. On est bien d'accord que chaque université construit elle-même, ou en tout cas construit elle-même. Voilà. Bon, chaque université a son algorithme et chaque université le réévalue annuellement. Voilà. Donc il n'y a pas d'algorithme. Ce qu'on vient de se dire est une généralité sur les années précédentes de nos universités. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un algorithme Parcoursup. Absolument. Ce sont les enseignants qui définissent leurs propres critères de classement de leur nouvelle promo. Et la philosophie reste celle de... Et ça rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Finalement, on a plusieurs fois évoqué l'idée que beaucoup veulent avoir le pass. Encore faut-il que ce soit le bon endroit pour le profil considéré. C'est peut-être bien d'avoir réussi à avoir pass, à condition qu'on y soit à sa place, au bon endroit, pour les chances de réussite qu'on a. Donc finalement, l'algorithme, il cherche aussi à ne pas mettre en pass des profils qui, pour tenter l'accès santé, alors qu'ils sont peut-être tout à fait faits pour tenter l'accès santé, seraient mieux en dehors du pass et dans une licence d'accès santé. C'est ça aussi l'idée, hein. C'est pas forcément sanctionnant, mais c'est de dire l'algorithme prédit qu'en pass, vos chances d'y arriver sont moins bonnes que dans un autre système. C'est aussi ça. Donc, bonjour, j'ai 2 petites questions concernant la LAS. La première est, si on décide de passer le concours pour accéder à médecine en 2e année de LAS, est-ce qu'on intègre la 2e année de médecine ou la 3e? La 2e. En fait, ça rentre... Cette LAS 2, en fait, ne permet d'accéder en 2e année de santé, que ce soit en pharmacie ou en médecine. D'une manière générale, la 2e chance, quel que soit le moment où on va la tenter, qu'on la tente en LAS 2 ou en LAS 3, et qu'on la réussisse, hein, nous amènera à intégrer la filière considérée, médecine, pharma, odonto ou autre, en 2e année. D'accord.
Et pour la deuxième, c'est si jamais on poursuit une LAS et qu'on réussit le concours, est-ce qu'on ne sera pas désavantagé ou du moins moins préparé à la deuxième année de médecine que ceux qui ont fait une passe avec 70% de médecine? Alors, pour faire un petit peu des statistiques, puisque en tant qu'assesseur pédago, je suis les étudiants qui rentrent dans la filière pharmacie, en tout cas, évidemment, vous n'avez fait en venant de l'AS qu'une mineure santé, c'est-à-dire 12 CTS, alors que les étudiants qui viennent du PASS en ont fait 48. Après, tout dépend de la LAS que vous avez fait. Si vous avez fait une LAS en sciences humaines, vous êtes assez loin de ce que vous allez faire en deuxième année. Pour autant, les étudiants de PASS réussissent un peu mieux, mais ce n'est pas si flagrant que ça. Allez, je vais dire, il y a 15% de différence dans la réussite. Après, des étudiants de LAS qui travaillent leur LAS, sont très bons dans leur LAS, valident en plus la mineure santé, c'est quand même des étudiants qui ont une capacité de travail et d'organisation et qui finalement s'en sortent. Sur la médecine, on a regardé là, avec un peu d'antériorité sur les 2-3 dernières années, et on s'est rendu compte que tout ce qu'a dit Isabelle est évidemment parfaitement vrai, et qu'il y a un petit effet rattrapage. Heureusement, hein. Ça veut dire que la formation en 2e, 3e année fonctionne efficacement pour remettre tout le monde à niveau petit à petit. Donc globalement, complètement d'accord avec ce que tu as dit. Je ne sais pas si Olivier, tu as le même constat. Absolument, exactement le même constat, effectivement. En plus, si on sent qu'effectivement il y a des soucis, parce qu'effectivement chaque année on a des étudiants différents, des promos différentes, si jamais on sentait qu'il y avait des difficultés un peu plus importantes pour les étudiants là, on a des dispositifs qui permettent du soutien, en particulier pour les étudiants, pour éviter justement qu'ils se retrouvent éventuellement en échec. Mais globalement, nous on voit presque pas de différence. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Oui. Bonjour. Alors, Ouais. Est-ce que vous pouvez lever la main? On ne voit pas. Oui. Merci de... Alors, je profite en fait sur la question de la dame. Les élèves qui ont choisi une LAS avec une mineure santé, est-ce que vous avez un pourcentage ou un chiffre à nous représenter, ceux qui ont intégré la deuxième année de PASS, par exemple? Ce qui vous importe, ce serait de connaître ce que nous, entre nous, on appelle le taux de pression, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui intègrent une deuxième année de filière santé, médecine, odonto ou autre, alors qu'ils étaient dans le grand pool des étudiants inscrits en LAS, c'est ça? Tout à fait. Alors, ce n'est pas tant le nombre, parce que finalement, ce nombre, il est tout à fait variable d'une université à l'autre et il est fixé, évidemment, à l'avance, hein, que le nombre d'étudiants qui seront dans ce grand pool, et il est variable d'une année à l'autre, vous l'avez compris. Oui. Et puis en plus, il est d'autant plus variable que, comme on l'a dit précédemment, ce n'est pas parce que les étudiants sont en LAS qu'ils vont obligatoirement tenter l'accès santé. Donc je ne sais pas vous dire, pour être très sincère, combien d'étudiants à la rentrée prochaine qui sont en LAS 1, par exemple, à Paris-Cité, seront certes inscrits en LAS 1, administrativement, mais tenteront réellement l'accès santé, car je vous ai dit que certains d'entre eux, et une bonne proportion, n'utiliseront pas leur première chance cette année-là. Oui. Donc, ce taux de pression, il est très variable d'une année à l'autre déjà. Donc, ouais, on va prendre l'exemple de votre école, ouais. Et on doit avoir les chiffres des années précédentes. Oui, on les aura à la fin de l'année en cours. Je pourrais vous dire, car, par exemple, dans Paris-Cité en ce moment, les étudiants qui sont en LAS vont, à un moment, qui n'est pas encore atteint en janvier, être interrogés sur leurs vœux, leurs souhaits, de tenter leur chance ou pas. Donc vous voyez, je ne peux même pas vous fournir le chiffre de cette année pour l'instant. Il est très variable d'une année à l'autre. Mais globalement, il faut quand même considérer et se souvenir, ça n'a pas été dit, mais c'est important de le rappeler, c'est que dans les universités qui ont choisi d'avoir le PASS, l'accès par le PASS et l'accès par les LAS, il faut qu'on mette au moins 50% des places dans chacune des filières, médecine, odonto, etc., sur le groupe des étudiants qui viennent des LAS, au moins 50%.
À Paris-Cité, c'est ce qu'on fait, 50-50. Pour médecine, pour pharma, pour odonto. On garde un tout petit pool de place pour d'autres voies d'accès beaucoup plus tardives et beaucoup plus rares. Mais voilà exactement ce qu'on fait, 50-50. Certaines universités mettent plus sur les LAS. Alors, nous, on a, à Sorbonne Paris-Nord, fait un autre choix. En fait, on regarde chaque année le nombre d'étudiants qui sont inscrits en PASS, en LAS 1 et en LAS de 3, et on répartit nos places en deuxième année de santé en fonction du nombre d'inscrits. Ce qui fait qu'en réalité, ça fait, puisqu'on a à peu près un nombre pas très différent dans chacune de ces trois catégories, on répartit en fait nos places en 3 tiers, mis à part effectivement la petite partie passerelle, 1 tiers des places en deuxième année de santé à partir de la PASS, 1 tiers en LAS 1 et 1 tiers en LAS de 3. Et je voudrais rajouter que quand même la réforme a produit un certain nombre d'effets. C'est que quand on avait l'ancien système, qui était l'ancien système qui s'appelait la PACES, il y avait, en tout cas chez nous, Sorbonne Paris-Nord, 10% des étudiants primants qui réussissaient à passer en deuxième année. 10%. Aujourd'hui, avec ce système, entre le PASS et le LAS, on est quasiment à 27-28% d'étudiants qui, donc dès la première année, dès leur première tentative, passent en deuxième année de santé. Ce qui quand même montre que en tout cas sur Sorbonne Paris-Nord, quelque chose qui fonctionne et une réforme qui a permis effectivement d'éviter que des étudiants redoublent, parce que quand ils étaient en PACES, ils n'avaient que le choix de redoubler. D'accord, ce pourcentage de 27% que vous venez de présenter, c'est les étudiants qui ont pris la première année de PASS. Non, c'est 27%. Ça comprend les étudiants qui étaient en PASS et en LAS, qui étaient ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des primants, c'est-à-dire qu'ils vont tenter pour la première fois. Parfait, je vous remercie. Il y a encore beaucoup de questions. On est un peu pris par le temps, mais j'attends de voir. De toute façon, on va en prendre une ou deux. Allez-y, on fait circuler. Bonjour à tous. En fait, on a parlé beaucoup de médecine et de pharmacie. Moi, mon fils, il est plus concerné, intéressé par les études de kiné. Je voulais savoir, quand il s'y prend le LAS, est-ce qu'il y a plus de chances d'intégrer une école de kiné que, par exemple, d'avoir le choix de STAPS ou autre licence? Ça, c'est la première question. La deuxième question... On peut rester juste sur cette question. Oui, tout à fait, oui. C'est juste pour dire que c'est très, très compliqué de vous répondre sur ce sujet-là en termes de pourcentage de chance. Ce n'est pas une mauvaise volonté de notre part. C'est juste que les instituts de formation MK, masso-kinésithérapie, utilisent différentes voies d'accès. Vous les connaissez, hein, et notamment la voie d'accès santé. Mais... le nombre de places qu'ils nous proposent et qu'ils mettent à notre disposition, qu'ils offrent, entre guillemets, il est variable d'une année à l'autre, il est assez petit, et globalement, on n'en a pas vraiment la maîtrise. Ce sont vraiment eux qui décident, en tout cas, du volant de places possibles. Donc c'est quelque chose d'assez difficile de vous répondre, de savoir si les chances sont meilleures en allant par STAPS, par exemple, ou en venant par l'accès santé. J'avoue, moi, ne pas avoir la réponse. Je ne sais pas si vous l'avez sur d'autres, mais moi, je ne l'ai pas. En venant peut-être dans les JPO, en allant sur les stands, en discutant avec les étudiants eux-mêmes, et je ne crois pas qu'il y ait de réponse très scientifique à ça, malheureusement. D'accord, ok. Merci. Et ma deuxième question, quand on intègre la LAS, est-ce et on réussit sa première année, est-ce que ça veut dire qu'on peut aller dans n'importe quelle école de kiné, ou si pour chaque université il y a des partenaires Je vois ce que vous voulez dire pour le coup. Comme il y a différents instituts de formation et non pas une seule école de kiné, qui soit rattachée à, par exemple, l'université Paris-Cité, nous on oriente des étudiants dans différents IFMK. Certains sont publics, certains sont privés. Certains sont plus prisés des étudiants que d'autres. Donc, en fonction du rang, en fonction de la réussite et du rang de classement, les étudiants, quand ils sont appelés à choisir, eh bien, ils vont choisir prioritairement, s'ils sont mieux classés, tel ou tel institut de formation. Voilà comment on fait. Donc, c'est la réussite dans le classement qui permet à l'étudiant de choisir prioritairement tel ou tel institut de formation. Merci. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre une dernière question et ensuite on se tient à votre disposition parce qu'il faut quand même qu'on libère la salle et puis les personnes qui voudraient partir. Voilà. Donc on prend encore une question et puis ensuite on pourra prendre un petit moment à la fin. D'accord ?
vous avez expliqué que si on n'est pas assez bien classé en passe, on peut passer en LAS pour donc une deuxième tentative. Mais donc, si on échoue en LAS, est-ce que c'est possible de réessayer ou alors il faut faire autre chose? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, à partir du moment où vous êtes dans une LAS, vous êtes avant tout dans une licence, et ce sont donc les règles de la licence qui s'appliquent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne validez pas votre première année de licence, vous avez l'opportunité, comme dans n'importe quelle licence, de pouvoir redoubler votre première année. La seule question, c'est qu'il n'est pas possible de retenter l'accès santé dans une année de redoublement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne validez pas votre première année de LAS, vous allez redoubler, donc vous serez encore en licence, alors là, cette fois-ci, en licence classique. Il faudra valider cette première année de licence, passer en deuxième année de licence, et c'est en deuxième année de licence que vous pourrez alors éventuellement postuler pour entrer dans un accès santé. D'accord ? D'accord. Mais donc, c'est les règles de la licence qui s'appliquent. Hein. Donc, redoublement, mais comme on ne peut pas accéder à la santé dans une année de redoublement, eh bien, il faudra attendre d'être dans l'année supérieure, d'avoir validé finalement son année de redoublement, de passer dans l'année supérieure pour pouvoir ensuite retenter, donc en LAS 2 ou en LAS 3, l'accès santé. Et la licence qu'on choisit, elle servira à quoi après si on passe en accès santé? Eh ben, elle vous aura permis d'accéder à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire l'accès santé. Alors après, il y a des étudiants, quelques étudiants très rares, qui sont de très bons étudiants, qui demandent à pouvoir poursuivre et de faire, entre guillemets, un double cursus et de continuer de la licence, en particulier dans certaines licences un peu spécifiques, comme psycho par exemple, où on a des étudiants qui veulent aller jusqu'au bout de leur licence de psycho pour acquérir des connaissances différentes. A priori, c'est possible. Évidemment, c'est réservé aux très bons étudiants parce qu'effectivement, ça demande une quantité de travail importante, hein, parce qu'il faut à la fois valider sa deuxième année de pharmacie de médecine, mais on peut imaginer un étudiant qui souhaiterait intégrer la deuxième année de pharmacie et continuer sa licence de physique-chimie ou de chimie particulièrement pour compléter un certain nombre de choses. J'imagine que ça doit être possible, Isabelle ? Oui, après, pour ces étudiants qui sont très férus de chimie, on a des doubles cursus avec chimie ParisTech et ça fait partie des doubles cursus qu'on propose. Et avec lesquels, en l'occurrence, en 7 ans, on est à la fois docteur en pharmacie et ingénieur en chimie. Là, on a dit qu'on n'en prenait qu'une seule, donc on reste à votre disposition. Simplement pour libérer le public, merci beaucoup pour tout l'intérêt que vous avez porté à cette conférence. Merci aux intervenants qui, chaque année, animent et permettent de répondre aux questions. Bon salon à vous, accrochez-vous et à très bientôt. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.